Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré à Wagner, l'organisation paramilitaire russe. L'arrivée de ces mercenaires au Mali il y a un an est le signe d'un réengagement de Moscou en Afrique, selon le rapport de l'INSERM. Deux actualités finalement concernent Wagner aujourd'hui. D'abord, ce rapport du groupe All Eyes on Wagner qui dénonce les exactions commises par ces mercenaires au Mali. Au moins 23 cas d'assassinat et de violation des droits humains. Et puis, ce texte voté par le Parlement européen hier qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme et qui utilise des moyens terroristes. Le site internet du Parlement européen a d'ailleurs été l'objet d'une attaque, d'une cyberattaque revendiquée par un groupe pro-Kremlin quelques heures après le vote. Alors, cela fait un an maintenant que les mercenaires de Wagner sont au Mali. Quel bilan? Quels sont finalement leurs moyens d'action en Ukraine également? Yevgeny Prigojine, le chef de Wagner, est-il le bras droit de Poutine? Wagner, l'arme du Kremlin. La Russie est-elle un État promoteur du terrorisme? Eh bien, on en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nyagale Bagayoko. Bonsoir, présidente de l'African Security Sector Network. Bienvenue à vous, Nyagale. En face de vous, Elsa Vidal. Bonsoir. Elsa, bonsoir. Journaliste, rédactrice en chef de la rédaction russe de RFI. Merci également d'être avec nous. Carole Valade est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Également journaliste, ancien correspondant en République centrafricaine, co-réalisateur du documentaire pour Arte et pour France 24. Centrafrique, le soft power russe. Un documentaire d'ailleurs qu'on peut toujours trouver en ligne. Et puis, vous avez remporté le prix pour le journalisme de Daphne Caruana Galizia, un prix qui est décerné d'ailleurs par le Parlement européen et c'était en octobre dernier. Bienvenue à vous. Nous avons en duplex de Strasbourg. Bonsoir à vous, Fabienne Keller, eurodéputée du groupe Renew. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va démarrer ce débat avec d'abord Emmanuel Macron qui n'a pas prononcé le mot Wagner ce week-end au sommet de la francophonie à Djerba, mais il a bel et bien évoqué un État russe prédateur à l'œuvre en Afrique. On va écouter le président français. Et moi, je ne suis pas dupe. Beaucoup d'influenceurs, y compris parfois des gens qui sont sur vos plateaux pour porter une voix, ils sont payés par les Russes, je le sais très bien. On les connaît. Et ils tiennent en boucle ces discours, etc. Ils n'ont jamais connu même la colonisation, ils ne savent pas ce que c'est. Mais ils sont là parce que c'est un discours politique. Et parce que plusieurs puissances qui veulent bâtir une influence en Afrique développent cela pour abîmer la France, abîmer sa langue, faire douter, mais surtout aller chercher des intérêts. Il suffit d'aller voir ce qui se passe en ce moment, en Centrafrique ou ailleurs, pour voir très clairement quel est le projet russe qui est à l'œuvre quand la France est bousculée. C'est un projet de prédation. On parle là de sujets parfois fragiles, mais en Centrafrique, on n'a pas à se poser la question de savoir s'il y a encore des libertés publiques, si le droit des uns et des autres n'est pas foulé aux pieds. C'est une réalité. Et il est avec la complicité d'une junte militaire russe. C'est un peu votre spécialité, l'Afrique. Ça fait un an que le groupe Wagner, les mercenaires de Wagner sont au Mali. Donc il y a eu ce rapport de All Eyes on Wagner qui parle de 23 cas d'assassinat, de violation de droits humains. On vient d'écouter Emmanuel Macron qui parle donc d'une prédation côté russe. Quel bilan on peut faire déjà de la présence sur le terrain Wagner au Mali aujourd'hui ? Même si les informations sont compliquées, effectivement, à avoir sur place. Alors, l'accès au terrain, effectivement, est extrêmement difficile. Mais j'ajouterai une troisième source qui est parue aujourd'hui et qui va dans le sens des autres. C'est le rapport publié par la Fédération internationale des droits de l'homme qui met aussi en cause Wagner, cette fois-ci, dans des viols qui seraient survenus dans le centre du Mali au printemps dernier. Donc, au-delà de ce bilan dramatique, en matière de droits de l'homme et des actions commises, on s'aperçoit que sur le terrain, la fulgurante reconquête qui était annoncée, notamment par les autorités maliennes qui, je le rappelle, n'ont toujours pas reconnu la présence de Wagner, n'a absolument pas eu lieu. On a vu au contraire... Contre les djihadistes, finalement. Contre les djihadistes, on a vu au contraire une aggravation de la situation et une expansion de ces groupes. En revanche, dans le domaine de la guerre informationnelle, cette présence est extrêmement visible et extrêmement efficace.
parce qu'en fait, il y a donc un volet terrain militaire de lutte contre les djihadistes et puis un volet informationnel. Carole Valade, alors vous avez fait un documentaire sur Wagner en République centrafricaine. Avant d'être au Mali, ils étaient en RCA. Donc c'était vraiment le précédent de Wagner. On va voir, j'espère, les images de votre documentaire où on voit justement des habitants de Centrafrique qui portent ces t-shirts Wagner, Poutine. Donc est-ce qu'ils opèrent de la même façon en Centrafrique qu'au Mali, ou plutôt est-ce qu'au Mali, ils opèrent comme en Centrafrique, si on prend les choses dans l'ordre? Alors c'est vrai qu'on a retrouvé des éléments semblables et ça a été frappant pour ceux qui ont suivi le développement des activités de Wagner en République centrafricaine, de retrouver des schémas, des choses qui ont été faites de la même façon. Après, c'est assez différent parce qu'elles ont été mises en place de façon beaucoup plus rapide au Mali. Ça s'est fait vraiment simplement en quelques mois, alors qu'en Centrafrique, il y a eu tout un travail qui a pris des années, 4 ans en fait, puisqu'ils sont arrivés en 2018, de mise en place, d'installation, de pénétration des centres de pouvoir. Et donc ça fait quand même beaucoup plus longtemps, mais on retrouve quand même, ce qui est en tout cas le plus marquant et le plus grave, les exactions, les viols, les pillages, et tous les crimes de guerre qui sont commis sur le terrain et qui ont été déjà, depuis des années en Centrafrique, documentés en grande partie, notamment par les Nations Unies. Et la désinformation également? Et la désinformation, parce que c'est un des piliers fondamentaux. On dit souvent qu'il y a 3 piliers fondamentaux dans l'action de Wagner, qui sont d'abord, ça reste une société militaire privée, donc d'abord des services de sécurité qui sont payés, qui sont fournis à des États ou à des compagnies. Ensuite, il y a les activités extractives, parce que souvent, des États comme la Centrafrique ou le Mali ne sont pas forcément en mesure de payer suffisamment. Donc, il y a des contrats miniers qui sont accordés en échange de ces services. Et enfin, il y a le volet information, stratégie, communication et propagande qui fait l'objet du documentaire qu'on a réalisé avec Clément Di Roma et qui n'a pas négligé, parce que c'est quelque part là où il y a des impacts, une des plus grandes réussites en fait, parce qu'avec très peu de moyens, dans des pays où c'est assez facile, parce que dans des États faibles ou des pays pauvres, c'est beaucoup plus facile de développer une propagande justement à faible coût, mais avec un impact médiatique et un impact sur les consciences qui va être très fort, hein, fake news. Donc, Elsa Vidal, vous qui êtes la spécialiste Russie, Ukraine, ils ont démarré en fait en Ukraine, hein, il faut le dire, Wagner, ou pas exactement peut-être Libye avant, mais en tout cas en 2014, lors de la guerre dans le Donbass, on parlait déjà de Wagner, de ces mercenaires. Est-ce que justement, aujourd'hui, on reparle beaucoup d'ailleurs de Wagner parce qu'il y a cette guerre en Ukraine. Est-ce que les moyens d'action sont différents justement en Ukraine et en Afrique, ou est-ce qu'on est très proche? Mais de mode opératoire. On est assez proche parce que, comme vous l'avez dit, Wagner, c'est d'abord une compagnie qui doit dégager de l'argent et qui doit se nourrir sur la bête. Donc, partout où Wagner est présent, il y a un mélange de recherche, effectivement, de gains immédiatement convertibles. Généralement, ils ne sont pas beaucoup payés, donc ils doivent trouver les ressources dans les terrains où ils sont envoyés, dont ils ont la gestion. D'où les pillages. D'où les violences, d'où aussi les appropriations. Ils sont également connus, effectivement, pour opérer de manière discrète la plupart du temps, sans être reconnaissables, dans un climat de dénégation. Ce qui a changé, en fait, c'est que depuis septembre, on sait qu'officiellement, la responsabilité des activités de ce groupe a été reconnue et endossée par leur fondateur et dirigeant, Evgeny Prigojine. Mais jusque-là, il s'agissait toujours d'un nuage de flou qui flottait, alors que si on analysait en quelque sorte à qui profitait la présence des Wagner, on avait compris dans quelle direction pointait le radar. Mais on ne pouvait pas... Absolument, enfin l'exécutif russe. Le Kremlin. Oui, oui. De toute façon, ça mais ils agissent de la même manière, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, que ce soit en Ukraine, avec la volonté de terroriser ceux contre qui ils sont envoyés combattre. Donc avec ce qu'on a vu très récemment, la vidéo qui était très choquante d'un assassinat avec une masse d'un homme de Wagner qui serait passé côté ukrainien. On a connu des précédents en Syrie avec un partisan de l'armée syrienne libre, si je ne me trompe pas, qui avait été martyrisé devant une caméra à des fins, d'une part, de montrer que les missions sont remplies, et qu'il s'agit de se battre contre la terreur quand on se bat contre Wagner. Et c'est pour ça qu'il est toujours très difficile, finalement, de couvrir les activités de Wagner, parce que ce faisant, on leur fait de la promotion.
Donc attention, bien sûr, il faut le faire avec parcimonie et attention. Un texte, en tout cas, a été voté par le Parlement européen hier, je le disais, qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme et qui utilise donc des moyens terroristes. Le site internet d'ailleurs du Parlement européen, juste après ce vote, a été l'objet d'une cyberattaque revendiquée par un groupe pro-Kremlin. C'était quelques heures après le vote. On va d'abord écouter la réaction de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, après le vote de ce texte par le Parlement européen. Aujourd'hui, le Parlement européen a finalement reconnu la Russie comme un État soutenant le terrorisme. Merci à tous les parlementaires. Et puis la Russie a prouvé que c'était vrai en lançant 67 missiles sur nos infrastructures, sur notre secteur énergétique, sur les gens ordinaires. Ouais, c'était une résolution votée hier. Fabienne Keller, vous êtes avec nous en direct de Strasbourg. Cette résolution, en fait, elle a une portée symbolique, mais finalement, vous allez encore plus loin qu'Emmanuel Macron lorsqu'il parle d'État prédateur en disant que c'est un État terroriste. Alors, vous nommez pas Wagner, précisément, me semble-t-il, dans le texte, mais quelque part, lorsque vous parlez de moyens terroristes utilisés par l'État russe, est-ce que vous incluez Wagner ? Oui, bien sûr, c'est Wagner qui est ciblé, mais peut-être d'autres groupuscules qui pourraient être soutenus par la Russie. Mais nous avons pris une résolution, c'est-à-dire un texte très politique, pour reconnaître que la Russie est un État soutenant le terrorisme et les moyens utilisés par le terrorisme. Nous appelons aussi l'Union européenne, et en particulier le Conseil européen, à se doter d'un outil juridique qui permettrait des sanctions de ce fait, puisque les États-Unis peuvent reconnaître le statut de soutien au terrorisme, mais nous n'avons pas l'arsenal juridique. Et puis l'idée, évidemment, c'est de marquer politiquement que nous n'acceptons pas. Enfin, nous nous dressons contre ces méthodes tout à fait inacceptables, cette manière de faire la guerre aujourd'hui en Ukraine, mais aussi d'être présent au Mali, vous l'évoquiez, avec des exactions, des violences inouïes. Donc le Parlement a une très large majorité, plus de 480 voix. Il y avait peut-être 494, d'après ce que j'ai lu. Contre, donc une très grande... Voilà, 494 par donc 58 contre, j'ai les chiffres devant moi, 44 abstentions. Donc vous voyez une très très large majorité. Il n'y avait guère que des RN français pro-russes pour refuser de voter une telle résolution, donc qui est très importante. Vous l'avez dit, elle a été suivie par une cyberattaque contre le site du Parlement qui permettait en fait à tout le monde de suivre justement nos débats. Mais bon, le Parlement est protégé et nous avons pu continuer nos travaux. Une cyberattaque donc d'un groupe pro-Kremlin revendiqué. Fabienne Keller, juste une question encore sur ce terrorisme Absolument. Qualificatif, puisqu'en fait vous parliez des États-Unis, mais les États-Unis ne vont absolument pas aussi loin, ils ne parlent pas de terrorisme. Et en fait, il me semble qu'il n'y a que 3 États, les 3 États baltes, qui en fait ont voté des résolutions similaires, parce qu'en fait on dit que ça peut être un frein si on veut s'engager justement dans des négociations et qu'on se lie un peu les mains en qualifiant cet État de terroriste. Nous faisons le choix clair et à une très très large majorité d'être aux côtés des Ukrainiens dans cette guerre qu'a déclenchée Vladimir Poutine. Il commet par le biais notamment de Wagner des actes de terreur, vous l'évoquiez, vos personnalités présentes sur le plateau les citaient. C'est tout à fait inadmissible. L'Europe porte des valeurs, elle est donc aux côtés de ceux qui se battent contre la Russie et nous la dénonçons avec tous les outils qui sont les nôtres. C'est pour cela que nous avons, à partir d'un texte rédigé par la coalition centrale au Parlement, pu avoir un large soutien, un large consensus sur cette volonté, oui, de condamner fermement la Russie et ces actes de terreur qu'ils soutiennent en Ukraine. Niagheli, un mot peut-être sur ce qualificatif de terrorisme ? Alors, la difficulté sur un terrain africain, c'est sans doute la confusion qui risque de s'introduire entre les différents acteurs. Le terme de terroriste est généralement appliqué au Mali, en l'occurrence, à des groupes djihadistes qui
se livrent à des actes d'insurrection et effectivement, pour certains d'entre eux, d'intimidation, de massacre de ces populations depuis un certain nombre d'années. En revanche, le groupe Wagner intervient aux côtés des forces armées maliennes. Donc, ceux qui risquent d'introduire une certaine confusion parmi les populations, c'est de voir que des deux côtés, on qualifie les protagonistes en utilisant le même terme. Et je compléterai en disant que on parlait de l'accès aux ressources de la prédation. Aujourd'hui, il y a notamment des pillages qui se font sur le bétail, qui est la principale source de revenus de ces populations, en lien avec des milices d'autodéfense qui sont elles-mêmes difficiles à qualifier. Donc il faut faire très attention à ne pas introduire trop de confusion entre les différents acteurs. Carole ? C'est exactement la même chose en République centrafricaine où Wagner intervient en appui de l'armée nationale et combat des groupes armés qui sont qualifiés de terroristes par le gouvernement. Donc on a aussi exactement la même situation. Elsa Vidal. Moi, je pense que cette qualification, elle intervient dans un effort pour à la fois disqualifier politiquement l'action de la Russie en dehors de ses frontières dès lors qu'elle recourt à la violence illégale, ce qui est le cas en Ukraine, ce qui est le cas dans d'autres terrains également, mais cette opposition, cette confusion n'est pas la même. Disons que dans l'espace européen ou occidental, c'est plutôt pour porter le fer dans le fait que la Russie, alors qu'elle est un État, qu'elle est dotée aussi d'une armée et qu'elle pourrait recourir à des actions qui s'inscrivent dans le droit international, choisit délibérément de s'en écarter et de recourir à ce qu'on voit d'habitude être l'arme un peu des États faibles ou des mouvements d'insurrection, c'est-à-dire les attaques cyberterroristes, c'est-à-dire le recours aux factions armées privées, aux mercenaires, puisque c'est le terme, qui sont d'ailleurs interdits en Russie. Malgré le recours officiellement. Oui. Et ce qui est intéressant, parce que ça introduit aussi le mépris, ou ça vient éclairer le mépris des autorités russes actuelles vis-à-vis de la loi et de la constitution russe qu'elles avaient pourtant en un temps promu pour rétablir la verticale de l'État. Donc on voit à quel point on s'est éloigné de cette période du régime de Vladimir Poutine pour entrer dans un État assez indéfini, chaotique et très difficile à prévoir. Fabienne Keller, je sais qu'au Parlement européen, on parle beaucoup de cette guerre informationnelle, justement, et puis cette arme de Vladimir Poutine, de la propagande et de l'utilisation, justement, par Wagner, on vient d'en parler sur ce plateau, de moyens de propagande. Il y a notamment cet appui informationnel qui s'appelle le RIAFAN. Alors, j'espère que je le prononce bien, parce que ça fait partie du rapport, justement, de l'IRSEM sur la question, qui est un site étendard de la holding médiatique de Prigojine, donc le Prigojine Patriote. Et là, ce RIAFAN a un pouvoir manifestement en Afrique extrêmement fort. Bien sûr, la désinformation, l'ingérence par le biais de fausses informations, les fake news, nous préoccupent. Une commission spéciale a été créée il y a 2 ans maintenant. Elle devait être temporaire, elle poursuit ses travaux. C'est évidemment un pouvoir très, très important. Vous vous souvenez que même en France, jusqu'à la guerre déclenchée par la Russie à l'égard de l'Ukraine, on laissait diffuser Russia Today, qui était un outil de propagande, on le savait bien. Donc cette désinformation, elle est encore plus présente en Afrique, où probablement les gens ont moins accès à une diversité de canaux, d'où l'importance d'ailleurs de canaux comme les vôtres, qui offrent une autre information, d'autres sources, pour qu'ils puissent eux-mêmes se faire leur opinion. Mais évidemment, c'est un outil extrêmement utilisé par les Russes. On voit combien d'ailleurs les exactions même du groupe Wagner en Ukraine sont manipulées par eux, accusant l'Ukraine d'en être à l'origine. Donc il faut être extrêmement vigilant chaque fois qu'on découvre une information sur les réseaux sociaux, sur différentes chaînes d'information qui pourraient venir de Russie. Nia Galli, RIAFAN, ça vous dit quelque chose, vous, ce fameux site étendard de cette fameuse holding? Parce que Prigojine, on va en parler un peu plus de ce personnage, eh bien, il a créé une holding médiatique, me dit-on, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, Prigojine Patriote, d'ailleurs, on appelle ça, et qui sert justement à diffuser cette propagande, et l'impact est très fort. Mais justement, ça renvoie à ce statut juridique extrêmement flou, et très plastique, qui échappe à la plupart des définitions, que ce soit celle de définition du mercenariat, selon les termes juridiques internationaux, que ce soit celle de société militaire privée
y compris en droit russe interne, et qui fait que aujourd'hui, ce qui a été créé, c'est une société de communication et de recherche pour couvrir l'ensemble de ces activités, y compris militaires. Donc de ce point de vue-là, une espèce de galaxie en fait. Hein, on n'est pas du tout dans un. C'est le terme qu'emploient les chercheurs, notamment ceux de l'IRSEM que vous citiez. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà de ce RIAFAN, effectivement, de ce site, il y a différents moyens de communication. Alors vous citiez les médias d'État, Sputnik et Russia TV, mais vous avez bien évidemment les usines à trolls sur les réseaux sociaux qui sont très efficaces, notamment parce qu'elles utilisent des acteurs locaux, mais vous avez par exemple en RCA des radios entières comme Radio Sango qui sont aux mains des Russes en réalité et qui diffusent des informations qui d'une part leur sont favorables et qui cherchent aussi à miner l'indépendance l'indépendance et la réputation d'autres acteurs. C'est vrai, Carole, on se demande comment ils ont réussi tout de même à mettre tout ce dispositif en place en si peu de temps, avec finalement pas tant d'hommes que ça, on a l'impression quand même l'impact extrêmement fort. C'est toute la force vraiment stratégique du groupe Wagner, ou mieux dit, comme vous l'avez dit, de la galaxie, parce qu'en fait, ce qu'on appelle Wagner, c'est plein d'entreprises, plein de personnes différentes avec des intérêts aussi différents et plein de spécialisations différentes. Mais ce qu'on considère comme Wagner et donc la galaxie Wagner, sa principale réussite, c'est ça, avec très peu de moyens, finalement très peu d'hommes, avoir un impact vraiment disproportionné. Et en sa faveur. Ça a pris, en la faveur de la Russie, il faut le redire en fait. Hein. En Centrafrique, ça a pris du temps quand même. C'est-à-dire que ils sont arrivés donc en 2018, donc il y a eu plusieurs années pour mettre en place, pour faire ce travail de avec la complicité des politiques. C'est comme ça que ça se passe pour s'installer. C'est un accord avec le gouvernement en donnant des services de sécurité en échange de cette installation. Et c'est quelque chose donc, qui a pris du temps à mettre en place et qui a été fait aussi parce que c'est un pays très pauvre, parce que c'est un État faible et que ça ne coûtait pas grand-chose finalement à faire en République centrafricaine. C'était assez simple. Elsa ? Après, ce que j'aimerais souligner, c'est que effectivement, Wagner a une capacité de progression très très rapide dans des sociétés où il y a assez peu d'offres concurrentielles, où il y a aussi des crises, et puis tout simplement du clientélisme. Il ne faut pas non plus penser que les populations locales sont acquises à Wagner, qu'il s'agit d'un gain durable pour la Russie. Il va falloir, je pense, surveiller la situation sur un temps moyen ou sur un temps beaucoup plus long. On n'est pas dans des logiques d'ancrage durable, on est plutôt effectivement dans des logiques d'appropriation rapide, d'enrichissement rapide, qui puissent être utiles ensuite à l'État russe, peut-être pour fournir des liquidités, fournir des moyens de troc, que ce soit de l'or ou parfois du pétrole, comme on avait pu le voir en Libye et en Syrie. Donc, il y a des trafics en plus. Il y a énormément de trafic. C'est une partie encore très, très impressionnante qui participe à grossir finalement l'image de terreur et un peu l'image de nuisance que les Russes s'emploient à créer de leur État depuis très longtemps. Moi, ce qui m'interroge et ce qui me semble assez fertile pour l'avenir, c'est qu'il s'agit aussi finalement d'un mouvement auquel recourent plutôt des groupes insurrectionnels, un peu une technique de déstabilisation de l'ennemi pour essayer de gagner des parts de marché, qui parle plutôt, à mon sens, d'une fragilisation de l'État ou une fragilisation du pouvoir russe. Donc Wagner n'est peut-être pas si effrayant que ça, puisque c'est peut-être le signe déjà d'une désorganisation ou d'une privatisation de la violence dans l'État russe. Oui, alors justement, Niagalé, c'est intéressant de voir que, par exemple, au Mozambique, ça n'a pas pris. C'est ce que dit le rapport de l'INSERM. Alors pourquoi ? Mais en termes, en tout cas, d'efficacité militaire, ça n'a pris nulle part. Finalement. Parce que ça n'a pas pris en Libye, ça n'a pas pris vraiment au Soudan, ni au Mozambique. À Madagascar, le cas était différent parce qu'on parlait d'investissement dans la campagne électorale. On peut considérer qu'il y a eu un certain succès. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'il y ait des succès fulgurants. Mais ce qui est important, c'est, encore une fois, pour revenir sur ces liens avec l'État russe, c'est aussi que ce succès, à mon avis, il provient du fait qu'il y a une réactivation des techniques de
propagande et du discours impérialiste qui a eu cours pendant 30 années après les indépendances, qui, à la faveur de la chute du mur de Berlin, a connu un reflux. Mais il ne faut pas croire qu'on assiste à l'utilisation de méthodes entièrement nouvelles. Ça, c'est un élément qui me paraît extrêmement important. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette efficacité. Absolument, c'est peut-être le concept de galaxie qui est un peu nouveau. Je voulais vous poser la question, Fabienne Keller, c'est-à-dire quelque chose de quand même d'assez global. On parle d'acteurs non étatiques qui ont un rôle important à la fois d'un point de vue sur le militaire, mais aussi informationnel. On parle de guerre hybride. Alors c'est vrai que c'est pas très nouveau, mais enfin bon, c'est quelque chose quand même, je dirais presque nouveau pour les politiques de l'Europe, de l'Union européenne. Ah oui, oui. Bien sûr, pour protéger nos valeurs, il faut savoir se faire respecter par rapport à des États et cette nouvelle forme d'action politique au plus près des populations nécessite pour nous des nouveaux outils. C'est pour ça que nous y travaillons. Je vous disais qu'une commission spécifique a été structurée pour cela. Et c'est pour ça que nous proposons aussi que des outils juridiques à l'égard de groupuscules armés, je crois d'ailleurs que le groupe Wagner est cité dans notre résolution, soient constitués par l'Union européenne pour qu'on puisse les identifier et prendre des sanctions à leur égard. L'idée est aussi peut-être de réfléchir à un arsenal juridique qui permettrait de les poursuivre, puisque pour l'instant, on sait poursuivre des États, on sait poursuivre des individus, mais on ne sait pas poursuivre des groupuscules armés. Donc c'est se doter d'outils efficaces pour préserver, pour protéger l'Union européenne et faire respecter aussi... c'est un terme difficile, mais le droit de la guerre, qui là n'est pas respecté par l'utilisation de ces factions terroristes. Peut-être ça la nouveauté, Elsa, effectivement, cette réactivité obligatoire aujourd'hui des pays européens face à de nouveaux ennemis, entre guillemets. Alors, ils sont nouveaux uniquement parce que notre mémoire est un peu courte. C'est normal. Dans la vie d'un être humain, on n'a pas nécessairement le retour sur 80 ou 70 ans. Mais les techniques qu'on voit à l'œuvre en Afrique et aussi en Europe et aux États-Unis, puisque je rappelle qu'Evgeny Prigojine a aussi endossé la responsabilité de l'ingérence dans les élections américaines précédentes. Il l'a revendiqué. Tout en disant qu'il le referait. Ce sont des techniques absolument classiques de l'Union soviétique, classiques du mouvement bolchevique. Et on avait vu en 1937, si je ne me trompe pas aussi, ce qu'on appelle des actions de déstabilisation sous fausse bannière, qui consistaient par exemple à créer des mouvements d'opposition en Europe, des mouvements d'opposition à l'Union soviétique, qui fédéraient les opposants. Ensuite, on savait où trouver les opposants. On pouvait les infiltrer, puis les retourner, ou les faire chanter, ou les assassiner. Donc toutes ces techniques de déstabilisation, elles participe à l'arsenal de la guerre entre les États. C'est une vision où les États n'ont que des intérêts, rivalisent entre eux. C'est une vision qui est assez intéressante aussi pour comprendre le monde actuel, même si l'Europe essaie de construire une citadelle dans laquelle nous vivons en paix, sans rivalité entre États. Alors on va revenir sur Yevgeny Prigojine, tout de même, ce personnage, et puis ses liens avec Vladimir Poutine. On a parlé de la galaxie Prigojine. C'est un ancien criminel, Yevgeny Prigojine, transformé en homme d'affaires russe, patron d'abord d'une chaîne de restaurants. On l'a surnommé le cuisinier de Poutine, un homme de l'ombre ou le traiteur de Poutine. Oui. Et c'est un homme de l'ombre de plus en plus dans la lumière. On va écouter un journaliste russe qui, justement, parle de lui. Il est probablement le seul en Russie actuellement qui parle ouvertement avec une rhétorique patriotique, qui n'hésite pas à dire qu'il donne son argent personnel à l'opération spéciale et à divers projets. Elsa Vidal, alors quels sont les liens vraiment déjà entre Vladimir Poutine et Prigojine? Yevgeny Prigojine, finalement, on ne dit pas que c'est un oligarque, on dit que c'est un entrepreneur. Oui. C'est le terme qui revient le plus. Oui, c'est une politiste, Tatiana Stanovaya, qui a utilisé cette terminologie. Et c'est vrai que ça décrit assez bien les logiques à l'œuvre. Mais c'est dans un environnement politique très particulier. Donc, ce n'est pas juste un chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise. D'abord, c'est un survivant qui vient de Saint-Pétersbourg. C'est un homme qui a traversé l'effondrement de l'État soviétique et qui s'est lancé dans des années de grand chaos, dans des activités criminelles. Il a été puni pour ça. Il a fait 9 ans de prison. Il tire beaucoup de fierté, en fait, de son passé de bandit, de zèque, en fait, ça veut dire de prisonnier, parce qu'il construit l'idée
contestataire de l'opposition d'un seul homme à l'État, les hommes les plus forts qui dominent dans la pyramide sociale. Il est devenu proche de Vladimir Poutine, mais progressivement en fait, par les services qu'il a mis en œuvre. Et en fait, quand on dit le cuisinier de Poutine, il a véritablement fait sa fortune en étant en fait le traiteur de l'armée du ministère de la Défense. Et puis, il a diversifié ses activités. Quand on parle d'entrepreneur, ce qu'on veut dire par là, c'est que une fois qu'il a eu gagné la confiance du chef du Kremlin, on lui donne un territoire qu'il est en liberté, en droit d'exploiter. La contrepartie, c'est qu'il met à disposition du Kremlin toutes les ressources qu'on lui demandera au moment où on les lui demandera. Et en ce moment, le chef du Kremlin est un peu à la peine, à la difficulté. Il mène une guerre. Il faut donc fournir des hommes, du sang, de l'argent. Et c'est ce que Prigojine fait. Et c'est ce qu'il fait tout en prenant un peu son indépendance en ce moment, on a l'impression. Mais on va y revenir. Je voudrais que vous rebondissiez peut-être, Niagalé, sur justement les liens entre Poutine et Prigojine. Et est-ce que Prigojine, ce nom même, est connu au Mali, dans ces pays d'Afrique? On parle de Prigojine ou on ne parle que de Poutine, des liens entre les deux? Alors, il est de plus en plus connu parce que non seulement il a cette image de patriote, mais il cherche à développer une image d'anti-impérialiste. C'est un discours qu'il tient de manière de plus en plus ouverte depuis quelques mois, depuis qu'il assume en fait son rôle. Et il appelle très explicitement les populations africaines à s'inscrire en faux, si ce n'est à s'insurger contre les anciennes puissances coloniales. Donc il est sorti de l'ombre, là, vraiment. Il est dans la lumière. Oui, parce que absolument. Pendant longtemps, on avait des certitudes, mais non démontrées. La présence était avérée, mais très difficile à démontrer. Maintenant, elle est assumée de ce point de vue-là. Mais là où il me semble y avoir une véritable caisse de résonance et une véritable efficacité, c'est que, à l'inverse de tous les instruments qu'essaient de développer les Européens, leur capacité à Wagner et à la Russie, c'est de faire parler les opinions publiques ou les réseaux sociaux en leur nom. Et c'est une grande différence, c'est-à-dire qu'on va bien au-delà des seules condamnations diplomatiques ou politiques ou institutionnelles. On voit des manifestations massives qui brandissent le drapeau de la Russie et qui donc rendent presque inutile l'intervention directe et verbale de Prigojine ou de Poutine. Votre expérience, vous, en RCA, il parlait de... On a vu ces t-shirts Poutine, ou Russie. Est-ce qu'on parle de Prigojine aussi? Ça commence un petit peu, mais c'est encore très... c'est pas encore très important. Peut-être juste avant, un petit bémol sur l'absence que vous avez évoquée de victoire militaire de Wagner sur le terrain. C'est différent, la en RCA, République centrafricaine, c'est assez différent. C'est-à-dire qu'au moment... en République centrafricaine, ça marche mieux d'un point de vue militaire. Il y a eu une victoire, Wagner, en tout cas, qui est... et ça, c'est indéniable, et on peut pas dire le contraire. C'est qu'au moment, en janvier 2021, lorsque les groupes armés se sont coalisés pour fondre sur la capitale et prendre le pouvoir, les combattants russes ont joué un rôle décisif dans la défense de la capitale et dans toute l'opération de reconquête qui a été menée ensuite dans l'intérieur du pays. Et évidemment, ensuite, Wagner a réussi à capitaliser sur cette réussite. Au moyen d'un film. Voilà, c'est ça. Et pour faire de la Centrafrique un peu sa vitrine qu'elle va pouvoir, pour ce modèle-là qu'elle propose et pour l'exporter ensuite vers d'autres pays comme le Mali ou comme... Ou donc ça marche moins bien, c'est ce que disait Niagalé. Apparemment, selon les premiers rapports, ça a l'air plus difficile, oui. Ensuite, sur les manifestations, sur la propagande, alors il y a... Effectivement, le problème, ça serait de voir ça uniquement, comme on a tendance à le voir du côté des autorités françaises, comme un pur produit de l'ingérence russe. Et ça serait dommage parce que ça serait ne pas voir aussi le terreau fertile et toutes les causes profondes sur lesquelles ont su capitaliser les gens de Wagner. Finalement, il n'y a pas eu grand-chose à faire parce que le sentiment anti-français, ce qu'on appelle comme ça ici, il existait déjà avant qu'il y ait les Russes qui arrivent et il suffisait vraiment de pas grand-chose pour en faire des manifestations parce que en Centrafrique et dans plein de pays, il y a une immense déception vis-à-vis de la France en particulier, de l'Occident en général, qui est due aussi à des années de coopération, d'aide au développement qui sont pas parvenus à sortir complètement des pays de la pauvreté, à des interventions militaires qui sont pas parvenues en RCA comme au Mali, à mettre un terme total aux affrontements avec des groupes armés.
Donc voilà, il faut... Donc un terreau fertile, bien sûr, pour l'installation de toute cette nébuleuse dont on parlait. Fabienne Keller, est-ce que vous parlez justement au Parlement européen, en particulier de Yevgeny Prigojine, le fameux entrepreneur chef de Wagner? Il y a des sanctions contre lui qui ont été prises, me semble-t-il, par le Parlement européen. Oui, nous dénonçons Wagner. Nous avons déjà pris des résolutions contre ce groupe armé bien identifié. Vous avez rappelé plusieurs exemples. Il y a en Ukraine, on le voit agir, mais on connaît depuis 2014, on connaît ses activités. Mais nos collègues, par exemple des Pays-Baltes, sont extrêmement mobilisés sur ce sujet. Ma collègue Nathalie Loiseau. Donc oui, nous dénonçons, nous essayons de mieux comprendre, de mobiliser tous les diplomates à la fois européens et de l'ensemble des États membres. Mais nous voyons bien cette puissance qu'il a aussi, cette capacité par la désinformation et l'action mêlée à retourner les opinions et à aider en tout cas la Russie. Si Fabienne Keller, on a l'impression un peu que les Européens sont un peu désarmés ou un peu impuissants. Enfin, peut-être qu'ils ne vont pas assez vite face à cette nébuleuse dont on parle. Alors, l'Europe est dans une situation particulière puisqu'elle ne fait pas elle-même la guerre directement, mais elle voit sur le territoire d'un pays ami qu'elle soutient dans son combat, l'Ukraine, ce groupe armé Wagner mettre en difficulté l'État ukrainien. Donc nous ne pouvons pas agir directement avec des forces armées. Nous ne le souhaitons pas d'ailleurs. Nous ne voulons pas rentrer dans ce conflit, évidemment, qui deviendrait un conflit planétaire. Donc c'est une position qui n'est pas simple. La fragilité de notre position dans le même temps, enfin les attaques directes de Wagner au Mali, le retrait de nos troupes qui s'est passé dans des conditions que vous avez rappelées, qui ne sont pas bonnes, alors même que nous venions en soutien. Mais bon, Wagner a attaqué de la même manière la MINUSMA, la force de l'ONU, qui était là pour assurer la paix. Enfin, leur volonté de prendre le contrôle du Mali, même s'ils n'y arrivent pas complètement, montre la difficulté de la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous demandons qu'on crée un arsenal juridique pour pouvoir les condamner, mais nous ne pouvons pas aller sur le terrain directement contre eux. Elsa, ce rapport entre Prigojine et Poutine, si Poutine tombe, est-ce que Prigojine tombe avec lui ? C'est fort probable, oui, que Prigojine ne survive pas durablement, en tout cas pas avec la même exposition. Il devra en tout cas reconstruire la relation de confiance avec le leader qui succéderait à Vladimir Poutine. En revanche, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est plutôt l'évolution d'Evgeny Prigojine, d'entrepreneur de violence, plutôt dans l'ombre, à acteur politique. On parle de lui comme futur président d'un parti à venir qui serait... Il a dit qu'il voulait créer un parti. Oui, exactement. Et en fait, il viendrait occuper la place laissée vacante par Zhirinovsky, qui est décédé récemment et qui, jusque-là, était finalement l'étendard du discours national agressif. Et Prigojine, en ce moment, a fait part de cette volonté politique. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas la volonté de Vladimir Poutine de l'impliquer plus avant dans le régime, au sens où il n'y aura pas de possibilité de revenir en arrière après, une fois qu'il se sera mis autant en avant, en ayant reconnu des crimes et en ayant maintenant probablement un rôle politique à jouer pour resserrer les rangs dans le régime politique. Nia Geller, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait... Enfin, en ce moment, il est en train de recruter dans les prisons pour justement recruter des mercenaires pour aller en Ukraine. Est-ce qu'en Afrique, on a l'impression qu'il va peut-être retirer des troupes d'Afrique et les envoyer en Ukraine? Est-ce qu'il va y avoir une sorte des vases communicants? Alors, c'est ce qui a été supposé à un moment donné. Pour l'instant, il ne semble pas que ce soit le cas. Mais là aussi, vous aviez tout à fait raison de souligner la différence entre les différents terrains. Outre le fait qu'il y a eu effectivement cette victoire en 2021, il faut le souligner avec une incertitude quant aux différents acteurs, parce que la MINUSCA, la mission des Nations Unies, s'est aussi trouvée impliquée de manière un peu compliquée par rapport à son statut vis-à-vis de ces forces russes. En RCA, en MINUSCA, pardon, MINUSCA.
En RCA, il y a aussi le rôle, en République centrafricaine, pardon, il y a ce rôle de vigie, de protection directe du régime. On voit les membres de Wagner présents à Bangui, etc. Ce n'est pas le cas au Mali. Au Mali, le régime continue à veiller à assurer lui-même sa propre sécurité. On n'est pas certain qu'il y ait une confiance totale non plus avec cet acteur-là. De la même façon, l'accès aux mines au Mali n'a pas pu être consacré jusqu'ici apparemment, puisque les mines sont actuellement exploitées par des sociétés canadiennes et australiennes. Il ne semble pas, pour l'instant, en tout cas, que le contrat a été conclu. Donc, ce rôle de Wagner et de Prigojine n'est pas forcément aussi facile que ça à asseoir. La RCA étant quand même un État qui se caractérise par un grand vide et par une absence de contrôle de territoire historique. Là, donc, ça a été un succès. On peut dire la RCA, c'est le succès de Wagner. En un mot, est-ce que vous avez entendu dire, vous aussi, qu'il y aurait peut-être des retraits d'un certain nombre de mercenaires d'Afrique pour les envoyer en Ukraine ? Alors, très difficile à vérifier, évidemment, même en étant sur le terrain. Néanmoins, on a ressenti, oui, si ce n'est pas une réorganisation, en tout cas une baisse d'intensité des activités et surtout des activités civiles de communication et de stratégie. Maintenant, ce qui est important de retenir tout ça aussi, c'est que Wagner, Prigojine sont pas uniquement le bras armé du Kremlin. Il faut rappeler que c'est une société, que c'est une personne qui a aussi son propre agenda et qui peuvent avoir leur propre intérêt, qui parfois rejoignent ceux du Kremlin, mais qui peuvent aussi, des fois, Donc, et en ce moment, il a plutôt des velléités d'indépendance face à Poutine. Moi, je ne l'analyse pas encore comme ça, mais je pense qu'il est... Il est sorti de l'ombre. Pourquoi, Elsa, tout d'un coup? Il est sorti de l'ombre parce qu'il doit rendre les services pour lesquels on lui a donné cette capacité à être le leader des Wagner. Il est temps aujourd'hui qu'il rende des services au régime. Il défend aussi le régime face aux militaires qu'il attaque régulièrement et qu'il accuse de faillite. Donc il est là pour défendre son maître, la main qui le nourrit. Et défendre son projet politique. Et si le maître venait à être affaibli, alors il serait en bonne position pour avancer des cartes et peut-être servir un autre maître. De là à le penser comme chef d'un futur régime, véritablement pour moi il y aura un bond dans l'inconnu. Mais j'aimerais dire une chose, c'est qu'on parle de Wagner, mais en fait ce n'est pas la seule compagnie de violence privée en Russie. Il y en a plusieurs autres. Il y en a plusieurs autres qui ont pignon sur rue et qui, elles aussi, mènent des activités dans des zones de grands flous. Donc, si eux disparaissaient, de toute façon, il y en aurait d'autres. C'est un peu ça. Fabienne Keller, vous avez l'air d'être d'accord. Je vous entends commenter. Oui, je suis d'accord. Il y a Wagner et les autres. Justement, nous avons pris dans la... Oui, bien sûr. Et dans la délibération, nous avons demandé que l'on puisse, qu'on se dote des outils pour poursuivre et condamner non seulement Wagner, mais aussi les autres groupes qui se constituent. Moi, je suis d'une certaine manière plus prudente que vous. Moi, j'ai quand même le sentiment, en tout cas en Ukraine, que l'action du groupe Wagner se fait clairement en accord avec la Russie, en appui avec la stratégie russe. C'est en tout cas ce qu'on constate sur le terrain. Que M. Prigojine, après, peut-être des aspirations qui le conduisent à se positionner autrement par rapport à Vladimir Poutine, peut-être, mais je ne sais pas si ce n'est pas un souhait de notre part, d'une certaine manière, qu'ils soient en rivalité. Aujourd'hui, ils agissent dans le même sens contre l'Ukraine et ils font guerre aux populations, ils tuent les populations et ils leur font subir des sévices dans la même idée de les affaiblir et de les battre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabienne Keller, en direct de Strasbourg. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko. Merci. Merci Carole, merci à Elsa Vidal et merci à vous Carole, j'ai oublié votre nom de famille, pardonnez-moi, Valade, merci Carole Valade d'avoir été avec nous et merci à vous tous de nous avoir suivis, vous restez avec nous sur France 24.